Julien Pillot, bonjour. Bonjour Thibaut. Vous êtes directeur d'études chez Precepta et vous venez de publier une étude sur la délinéarisation dans l'audiovisuel. Déjà, première question, comment est-ce que vous pouvez définir cette délinéarisation? Qu'est-ce que ce terme recouvre? Alors la délinéarisation, c'est en quelque sorte, et en très bon français, l'empowerment du téléspectateur poussé à son extrême. Avant, il était passif. Il devait choisir entre différents flux audiovisuels qui étaient autant de grilles de programmes qui étaient proposées, préconçues pour lui, à son attention, par des éditeurs TV. Aujourd'hui, ces téléspectateurs ou ces vidéonautes sont en mesure de se réapproprier à la fois les contenus qu'ils désirent consommer, de choisir l'écran sur lequel ils vont vouloir le consommer, est-ce que ce sera sur leur télévision, est-ce que ce sera sur leur mobile, sur leur tablette, mais également le contexte de visualisation, c'est-à-dire est-ce que ce sera en mobilité, chez eux, au travail, etc. Donc ce qui veut dire derrière qu'il y a un foisonnement de contenus audiovisuels qui peuvent ou ne pas être diffusés et produits par des acteurs classiques de la filière audiovisuelle et que tous ces nouveaux entrants derrière qui vont proposer des services de visualisation et du contenu audiovisuel se retrouvent en concurrence frontale avec les éditeurs classiques pour s'accaparer une part de l'attention du téléspectateur ou du vidéonaute. Alors par exemple, ce soir, je rentre chez moi et au lieu de zapper sur les chaînes historiques, la 1, la 2, la 3, je choisis d'aller sur mon application YouTube de ma box et je regarde, allez, par exemple, les vidéos d'Olivier Passy sur Xerfi Canal. Cela veut dire que mon comportement signe la fin des chaînes historiques? En tout cas, c'est la fin d'une certaine conception de la filière audiovisuelle et de l'édition télévisuelle. En tout cas, le comportement que vous me décrivez là, c'est un comportement typique de la délinéarisation. C'est-à-dire que derrière, vous rentrez dans une modification des usages que l'on voit de plus en plus pressante au niveau de la population française. Une modification des usages qui va vers donc davantage de services délinéarisés et qui derrière, eh bien, a un certain nombre de conséquences sur la filière audiovisuelle classique, vieillissement des audiences, baisse des audiences, chute des revenus publicitaires, cette érosion publicitaire qui suit finalement la diminution des audiences, etc. etc. Ça veut dire que les facteurs de mutation sont indéniablement structurels et qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Donc on est vraiment en train de basculer d'un âge de la télé d'édition et de programmation vers une nouvelle ère qui sera davantage une ère de télé de recommandation avec éventuellement de puissants algorithmes qui permettront de déterminer les contenus qui vous sied le mieux, en tout cas qui correspondent le mieux à vos goûts personnels. Mais alors, dans cette ère de recommandation, de télé de recommandation, pour les chaînes historiques, quelle riposte possible? Vous faites bien de parler de riposte parce qu'en fait, dans cette ère de dématérialisation et de délinéarisation des contenus, là où on a l'habitude de présenter souvent les éditeurs télévisuels classiques, historiques, comme des victimes passives du changement, et déjà désignées en plus, du changement qui est en cours, en fait, non, pas du tout. Dans cette étude, je montre qu'il y a tout un tas de ripostes et de stratégies à mettre en œuvre par ces éditeurs historiques pour pouvoir manager efficacement cette transition. Il y en a beaucoup, il ne revient pas dans cette vidéo de toutes les passer en revue, mais pensons par exemple aux réseaux multichaînes. Les réseaux multichaînes sont des chaînes Internet qui sont produites par des éditeurs TV classiques tels que M6 ou Canal+, qui vont être diffusées sur différentes plateformes, qui peuvent être propriétaires ou tierces telles que YouTube, Dailymotion, etc., et qui vont être commercialisées par la régie publicitaire de Canal+, ou de M6 en l'occurrence, de manière à pouvoir dégager de nouveaux types de revenus, notamment sur le brand content. On a le Media for Equity aussi, qui est une forme de corporate venture qui permet en fait à des éditeurs télé classiques de profiter quand même de l'exposition dont leurs médias jouissent encore pour promouvoir leurs écrans publicitaires auprès de startups qui n'ont pas les moyens de financer ces écrans publicitaires, contre des parts dans leur... des prises de participation. Des prises de participation, exactement, dans leur société, de conserver pendant un certain laps de temps ces participations, en espérant que la start-up grossisse, et puis au bout de 3 à 5 ans en moyenne, revendre ses participations contre de la monnaie clinquante et trébuchante. On a d'autres types d'actifs stratégiques qui sont à la disposition des opérateurs télé traditionnels, tels que les données d'audience. Ça reste quand même un média de masse, la télé, donc il y a une manière de monétiser, de capter ces données d'audience et de les monétiser pour elles-mêmes sur la phase publicitaire ou éditoriale du marché. Et puis également, il y a les catalogues de marques programmes. Les marques programmes, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est? C'est par exemple Koh-Lanta qui se décline en jeu à gratter? Oui, ou c'est Top Chef qui devient un label qualité chez Auchan. Dans tous les cas, une marque programme, surtout à l'époque et à la transformation de l'industrie qu'on est en train de vivre, c'est un repère. C'est un repère dans une offre qui est foisonnante. C'est quelque chose qui est
indéniablement inscrits dans le patrimoine audiovisuel des Français. Ce sont des marques très fortes qui sont capables donc, de s'extraire du schéma natif et du territoire natif dans lequel elles étaient enfermées ou dans lequel elles ont été créées pour aller générer de la valeur en dehors de ce territoire natif. Si je prends un exemple récent, quel observateur avisé des médias a pu croire une seule seconde que M. Bolloré allait déprogrammer les guignols de l'info de l'antenne de Canal+. On a là une marque programme ultra forte qui fait partie de l'ADN de Canal+, 27 ans de programmation quand même, avec en plus des capacités de monétisation non seulement sur la phase vidéo, mais en plus de ça, en merchandising, etc. Qui a pu croire une seule seconde que M. Bolloré irait déprogrammer une marque programme aussi forte que les guignols, alors que c'est quelque chose qui est à la fois une vitrine pour sa face audiovisuelle, télévisuelle classique, et en plus de ça, qui est capable de s'extraire facilement, avec un format en plus qui est très soluble dans la délinéarisation, vers d'autres types de monétisation. Ça me fait penser à cette punchline des guignols. Bonsoir, vous regardez l'ancêtre d'Internet en parlant de la télé. Exactement. C'est une punchline qui s'y est à merveille à la transition en cours vers la délinéarisation. Eh bien, Julien Pignot, merci pour cet éclairage sur cette délinéarisation dans l'audiovisuel. Merci. Merci beaucoup.